À 75 ans, le roi Charles III a pris conscience d'une vérité bouleversante que ses prédécesseurs ont passé des siècles à ignorer. La couronne n'est pas un don, mais une dette qui tôt ou tard exige d'être payée par tous ceux qu'on aime. Dans le silence doré du palais de Buckingham, où chaque murmure est consigné par l'histoire et où chaque ombre a un nom, le roi a récemment prononcé une déclaration qui n'a pas seulement modifié un calendrier, elle a altéré l'essence même de la monarchie britannique. Alors que William et Catherine se tenaient à quelques pas, Charles fit l'impensable. Il ne se contenta pas de louer sa belle-fille. Il la consacra officiellement comme le pilier émotionnel et constitutionnel du règne à venir. Ces paroles furent brèves, mais leur impact fut considérable. Ce fut un moment de triomphe public pour Catherine, mais derrière les lourdes portes de chêne des appartements privés, cela déclencha une véritable tempête psychologique. Un membre de la famille royale, assis dans un coin, s'efforçait visiblement de garder son sang-froid légendaire, conscient que l'avenir était déjà là alors qu'il servait encore le présent. Il ne s'agissait pas d'une annonce de routine. C'était un roi qui reconnaissait que son règne n'était qu'une transition et que la femme qui avait jadis intégré le palais comme étudiante dans une université privée était désormais la seule capable de maintenir l'institution unie. Avant d'être la reine qui attend, Catherine était une jeune fille issue d'une famille de la classe moyenne qui dut apprendre les dures réalités de la survie royale. Elle entra dans l'orbite de la maison de Windsor, non pas avec un titre, mais avec une cible dans le dos. Pendant 10 ans, les médias britanniques ont détruit sa vie privée, la surnommant Katie l'attendante, et se demandant si une roturière pouvait jamais supporter le poids écrasant de la couronne. Elle n'a pas riposté par des interviews ou des livres à scandale. Elle a riposté par le silence. Elle a gagné la confiance du roi par un refus obstiné et discipliné de rechercher la notoriété. Mais le paradoxe de la vie de Catherine est que cette même retenue qui l'a protégée sert aujourd'hui à justifier le poids de tout un empire sur ses épaules. Charles connaît les chiffres, la confiance du public envers la monarchie n'est plus un droit acquis. C'est une denrée qui doit être gagnée chaque jour. Et actuellement, Catherine est la seule membre de la famille royale dont la cote de popularité est suffisamment élevée pour assurer sa survie. Illusion dorée de la monarchie a été parfaitement préservée jusqu'à une réunion privée à Windsor. Il y a quelques mois, un moment que les conseillers considèrent désormais comme le véritable point de non-retour. L'institution était confrontée à une crise silencieuse. Un engagement national majeur en hommage aux victimes d'une tragédie récente était sur le point d'être annulé. 2 membres importants de la famille royale avaient refusé d'en assumer la responsabilité, invoquant des conflits d'agenda que beaucoup au sein du palais ont interprétés comme un manque de détermination. La monarchie était sur le point d'afficher son retrait, alors que le pays avait besoin d'un message de présence. Catherine rompit le silence. Elle proposa de diriger les fiançailles, ignorant les avertissements de son secrétaire particulier, qui l'exhortait à préserver sa santé et son temps personnel. Charles observa sa belle-fille accepter un fardeau que d'autres avaient abandonné. À cet instant, il ne vit pas une princesse. Il vit une souveraine. Il comprit que si la naissance pouvait déterminer l'ordre de succession, c'était le caractère qui garantissait la pérennité du trône. Cependant, chaque élévation crée un déplacement. Lorsque le roi modifia son discours pour décrire Catherine comme celle qui porte l'avenir de la monarchie, la reine consort Camilla eut l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. Camilla avait passé 30 ans dans l'ombre, endurant la haine du public et les comparaisons incessantes avec le fantôme de Diana, juste pour mériter le droit de se tenir aux côtés de Charles. Elle avait enfin atteint sa place pour entendre le roi annoncer l'avènement d'une nouvelle ère, dans des termes qui reléguaient son propre engagement au rang de simple note de bas de page. La version du discours diffusée aux conseillers la veille au soir était sans risque et sans artifice. Charles l'avait lui-même remanié au beau milieu de la nuit, transformant un briefing en un manifeste de confiance. Un courtisan proche de la reine consort remarqua un bref instant dans son regard lorsque ces mots furent prononcés, un infime détail de souffrance qui annonçait le début d'une nouvelle rivalité latente. Il ne s'agissait pas d'une lutte pour le pouvoir, mais d'une lutte pour la reconnaissance. La confrontation qui s'ensuivit eut lieu dans un bureau privé loin des caméras. Camilla ne contesta pas la valeur de Catherine.
mais elle s'en prit au roi pour le moment choisi. Elle lui demanda pourquoi l'avenir devait être célébré avec une telle lucidité brutale, alors que le présent était encore en train de se dérouler. Charles retira ses lunettes et les posa sur la table avec un ton définitif qui fit taire la pièce. « La gratitude pour le passé ne doit pas se muer en crainte de l'avenir, » lui dit-il. C'était une formule philosophique qui résumait toute la stratégie du roi. Il était contraint de choisir entre l'harmonie de son mariage et la sécurité de son héritage. Il choisit l'héritage. Il savait que l'incertitude était le pire ennemi de la couronne, et en désignant Catherine comme l'avenir, il pansait les plaies laissées par les départs et les scandales familiaux. Pour Catherine, cette promotion ressemblait moins à une victoire qu'à une sentence. William la suivit dans un salon privé, fermant la porte au monde. Il en comprenait le prix mieux que quiconque. Il avait vu la couronne consumer sa mère, transformer son père et faire de son frère un étranger. Catherine retira ses gants, les doigts encore légèrement tremblants d'adrénaline, et posa la seule question qui comptait. « Et saviez-vous qu'il allait le dire comme ça ?» L'hésitation de William fut sa réponse. Il avait pressenti le changement, mais il ne l'avait pas préparé à la rapidité de la transition. Le roi ne s'était pas contenté de lui conférer un titre. Il avait autorisé une évaluation confidentielle afin d'examiner ses futures responsabilités constitutionnelles et diplomatiques. Elle était désormais informée directement des affaires d'État, court-circuitant ainsi les instances habituelles du palais. Elle n'était plus seulement un membre de la famille. Elle était un service à part entière du gouvernement. L'effondrement de l'ancien ordre était désormais visible dans tous les couloirs du palais. Les membres du personnel commençaient à orienter les questions vers le bureau de Catherine. Les invitations aux grandes réceptions diplomatiques comportaient désormais son nom aux côtés de celui de la reine. Le roi avait autorisé un transfert de compétences, une décision qui signifiait au monde entier que, s'il détenait l'autorité, Catherine, elle exerçait l'influence. William exhorta son épouse à accepter la formation, mais à préserver les qualités qui lui avaient valu l'amour du peuple. Il l'avertit que si elle ne décidait pas de l'usage qu'elle ferait de son pouvoir, les courtisans décideraient pour elle. C'était une réalité terrifiante, rester humaine dans un système qui exige de vous que vous deveniez un symbole. Catherine lui répondit qu'elle accepterait cette responsabilité, mais qu'elle ne permettrait pas à la couronne de la séparer de ses enfants ni de ses valeurs. « Servir sans compassion n'est que du théâtre, » dit-elle, « et je n'ai aucun intérêt pour la comédie. » Et à mesure que la nouvelle de la déclaration du roi se répandait, un sentiment d'amertume s'installait en Grande-Bretagne. Dans les rues, on pouvait lire sur les pancartes « Notre avenir est assuré avec elle ». Les médias la surnommaient « la reine qui est prête ». Mais au sein du palais, l'atmosphère restait lourde du coût humain de la succession. Catherine comprit qu'elle ne pouvait laisser la rivalité avec Camilla s'envenimer. Elle demanda une entrevue. Seule, sans secrétaire, sans mari, sans préparation. Deux femmes qui avaient toutes deux été des marginales, toutes deux vilipendées et toutes deux façonnées par la même institution impitoyable, se retrouvèrent face à face. Catherine ne s'excusa pas de son ascension, mais elle reconnut la ténacité de Camilla. Elle proposa de se tenir aux côtés de la reine consort lors de la prochaine réception d'État. Ni devant ni derrière, mais côte à côte. Ce fut un acte de courage discret, qui contribua davantage à la stabilité de la monarchie que n'importe quel décret royal. Lorsqu'elles apparurent enfin ensemble en public lors d'une réception diplomatique grandiose, le pays vit bien plus que deux femmes coiffées de diadèmes. Il vit se dessiner la continuité de la monarchie. Charles les observait depuis le balcon, ses épaules, enfin détendues. L'unité qu'il ne pouvait imposer par un discours s'était forgée grâce à l'intelligence émotionnelle des femmes, en qui il avait confiance. Il avait assuré son héritage, mais il avait aussi accepté les limites de son époque. La couronne avait évolué, et pour la première fois depuis des années, cette évolution ne ressemblait pas à un effondrement. Elle sonnait comme une promesse. Mais alors que les lumières du palais s'éteignent et que les caméras sont rangées, l'angle du crépuscule demeure. Charles sait que chaque jour passé sur le trône est un jour de moins pour William et Catherine, un jour de moins pour vivre une famille normale. Il leur a offert un avenir, mais il leur a volé leur intimité. Il a renforcé l'institution, mais il a alourdi le fardeau.
Tard dans la nuit, Catherine, assise dans son bureau, examine les épais dossiers de droit constitutionnel et de commémoration, réalisant que sa vie appartient désormais à des gens qu'elle n'a jamais rencontrés. Elle n'a pas recherché le pouvoir, mais elle a accepté la responsabilité avant même que les applaudissements ne commencent. Repensez à la première fois où vous avez vu la jeune Kate Middleton marcher vers l'abbaye de Westminster. Avez-vous vu une jeune fille triomphant d'un conte de fées ou une femme entamant une course de fond sans fin? Lequel de ces moments de force tranquille vous a fait croire que la monarchie pourrait réellement survivre au XXIe siècle? Est-ce sa résilience face aux tempêtes médiatiques, son sang-froid de mer sous le feu des projecteurs internationaux, ou sa volonté de prendre le relais quand d'autres ont abandonné? Exprimez-vous dans les commentaires. Catherine est-elle la sauveuse dont la couronne a besoin, ou l'institution en demande-t-elle trop à une seule femme? Car le roi a fait son choix, et désormais le monde attend le début de son règne. Pour saisir pleinement les subtilités de ce changement, il faut examiner les objets matériels qui ont changé de main. Il ne s'agissait pas d'un simple discours, c'était la boîte bleue. Traditionnellement, le monarque régnant reçoit quotidiennement des boîtes rouges contenant des documents gouvernementaux et des notes de renseignement. Mais Charles a autorisé l'envoi d'un second ensemble de dossiers bleus directement à la résidence de Catherine à Adelaide Cottage. Ces dossiers contiennent des analyses détaillées des relations avec le Commonwealth et des projets d'itinéraire pour des visites d'État prévues dans 5 ans. C'est la densité d'informations du pouvoir. Tandis que le public aperçoit un sourire depuis un balcon, Catherine étudie les complexités des accords commerciaux et la fragile situation politique des 56 nations du Commonwealth. Elle est en train de devenir un instrument diplomatique de précision. Le rôle de William dans cette transition est peut-être le plus paradoxal. Lui qui a passé sa vingtaine à protéger Catherine de la firme se retrouve aujourd'hui à devoir l'aider à la diriger. Il sait que le trône est une île, et il redoute qu'en faisant d'elle sa partenaire au pouvoir, il ne fasse d'elle aussi sa partenaire dans l'isolement. Désormais, lorsqu'il traverse notre palais, le personnel ne s'incline plus devant eux en les appelant les Cambridge, mais les souverains de l'ombre. Un titre lourd à porter pour une femme qui, encore aujourd'hui, accompagne ses enfants à l'école en basket. Le point de vue de Camilla mérite également une analyse plus approfondie. Elle a compris que son rôle était d'apporter du réconfort au roi, tandis que celui de Catherine est d'assurer sa succession. Il existe une différence fondamentale entre être aimé d'un monarque et être indispensable à la monarchie. Camilla a choisi d'adopter les directives Charlotte, un ensemble de protocoles visant à protéger les enfants royaux du même traumatisme qui a fracturé William et Harry. En se concentrant sur l'avenir des petits-enfants, Camilla a trouvé le moyen de rester essentielle, sans chercher à se mettre en avant. Elle est l'architecte de la paix intérieure de la famille, tandis que Catherine est l'architecte de sa pérennité. La décision de Charles d'annoncer sitôt le prochain chapitre est une réponse directe à la nostalgie que suscite le règne de sa mère. La reine Élisabeth II était un symbole du XXe siècle, un vestige vivant d'un monde disparu. Charles sait qu'il ne peut pas en être un. C'est un homme moderne qui comprend que la monarchie doit s'adapter ou disparaître. En mettant Catherine au centre de son héritage, il rattache la couronne à une génération plus jeune et plus proche des gens. Il troque le mystère du passé contre la compétence de l'avenir. C'est un pari aux conséquences historiques. Tandis que le roi médite sur son discours d'adieu, il sait qu'il a fait bien plus que simplement reconnaître la succession. Il a admis que la naissance est un commencement, mais le service un aboutissement. Il a remis la dette de la souveraineté à la seule personne dont il sait qu'elle l'assumera avec dignité. Catherine n'est plus seulement une épouse, elle est la gardienne du Graal. Et assise dans le calme de sa demeure, le poids des dossiers sur son bureau est la seule chose qui lui semble réelle dans un monde d'or et de cristal. L'ascension de Catherine est l'archétype du récit, commercial et cinématographique. Une roturière devenue pilier, une épouse devenue guerrière. Une femme qui a compris que la seule façon de survivre à une prison est d'en prendre le contrôle. Elle est prête. Mais la question demeure, le monde est-il prêt pour une reine qui comprend le prix de chaque sourire? Rejoignez la discussion dans les commentaires ci-dessous.
Nous lisons chaque mot et souhaitons connaître votre avis sur cette transition royale. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer les notifications pour ne manquer aucune de nos analyses approfondies de la vie des légendes. À bientôt!